Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro 3 de BNM TV. Au menu aujourd'hui, un cours de géologie, d'histoire, de géographie pour expliquer le fonctionnement du marais Poitevin et sa création. Déjà le premier élément qu'il faut avoir très clairement en tête, c'est que le point de départ de l'histoire du marais, c'est ça. C'est une représentation du marais il y a 10 000 ans, où on s'aperçoit que ce marais Poitevin, qui aujourd'hui se situe sur cette zone-là, est complètement occupé par l'océan. C'est un golfe, on parle du golfe des Pictons, dont l'eau de mer pouvait remonter jusqu'à Niort lors des grandes marées. Ce golfe, il s'est colmaté petit à petit par l'apport de sédiments, à la fois les sédiments des différentes rivières qui existaient déjà à l'époque, la Sèvre niortaise, le Mignon, les Autises, le Curé, le Lay. Et ce sédiment, on l'a toujours sous les pieds, puisqu'il s'agit de cette argile compacte, grise, qu'on appelle en géologie le bris ascrobiculaire. Les scrobiculaires, l'autre nom c'est les lavagnons, c'est des petites bestioles, des bivalves, des moules, qui vivent en eau saumâtre et qui attestent bien du passé maritime de ce territoire. Donc le point de départ c'est ça, c'est un golfe parsemé de petits îlots calcaires et entouré par un plateau calcaire au sud, les terres d'Aunis, à l'est, le Niortais, et avec les derniers chaos granitiques, les derniers éléments de granit au niveau du sud Vendée, avec les derniers contreforts du massif armoricain qu'on va retrouver au niveau de Mervan. Donc la grande question, et c'est ce qu'on va essayer de faire comprendre là, c'est comment on arrive à assécher, à aménager des terres de culture à la place d'un golfe. Déjà le premier élément, on l'a donné, c'est que ça s'envase petit à petit. Le résultat de tout ça, de cet envasement progressif, c'est que tout le marais Poitevin, toutes les terres de culture, sont comprises entre 0 et 5 mètres au niveau de la mer. Et pour le coup, évidemment, ça en fait des zones très sensibles aux submersions marines. Et de sinistre mémoire, on se doit de rappeler l'épisode de Xynthia en 2009, où des digues ont cédé et où la mer est revenue sur près de 15 000 hectares au sein de cet ancien golfe des Pictons. Alors, pour le coup, pour empêcher la mer de revenir, à partir du Moyen-Âge, on va constituer des digues de front de mer qui vont constituer une barrière artificielle contre la remontée des eaux salées. Et pour le coup, comme j'ai de l'argile sous la main, et puis qu'à l'époque, c'était le matériau qu'on avait sous la main pour faire ces digues, voilà, on a ici la protection qui permet d'éviter la remontée des eaux salées. Ça pose un problème. Ça pose un problème, c'est que quand il va pleuvoir, on va transformer notre beau golfe marin finalement en lac d'eau douce. Puisque le marais Poitevin est le fond d'une cuvette de 100 000 hectares, mais qui est entouré par près de 600 000 hectares de bassins versants. C'est les bassins versants de la Sèvre niortaise, du Curé et du Lay, qui sont les trois fleuves qui se jettent dans la baie de l'Aiguillon. Donc ça fait apparaître assez nettement que si on ne veut pas transformer en lac d'eau douce, il va falloir trouver une solution pour évacuer l'eau à marée basse. C'est ce qui fait qu'au niveau des digues actuellement, au niveau maritime, au niveau de la Sèvre maritime, on a des ouvertures qui permettent d'évacuer le trop-plein d'eau. Alors forcément, si on fait un trou dans une digue, quand la mer va remonter, l'eau va rentrer. Donc la création, et qui est toujours en vigueur aujourd'hui, c'est le système de porte à flot ou porte à la mer, où ce sont deux portes battantes, un peu comme un clapet anti-retour, qui fait qu'à marée basse, l'eau douce va pousser les portes, et à l'inverse, à marée haute, l'eau de mer va refermer ces portes-là. Le problème, c'est qu'il arrive à un moment dans l'année où l'excédent, où ce qu'on va recevoir des bassins versants, va être plus important que ce qu'on peut évacuer à l'océan, en rappelant qu'on ne peut évacuer qu'à marée basse. Eh bien, à partir du Moyen-Âge, cela va faire apparaître qu'une partie du marais va devoir, entre guillemets, être sacrifiée sur un plan hydraulique, afin justement de pouvoir réceptionner l'eau en excédent. Et c'est à partir de ce moment-là que deux entités vont apparaître dans le marais Poitevin. On va parler de marais mouillé pour la partie amont, qui reçoit les eaux des rivières. Et sur cette partie, on va parler de marais desséché. Alors concrètement, ce qui fait que l'eau ne passe pas du marais mouillé au marais desséché, c'est là encore la création de digues. Quand ces digues servent à contrôler de l'eau douce,
on va plus volontiers parler de levées. Et ce sont ces levées qui encore aujourd'hui viennent faire la limite, la frontière entre marais mouillés et marais desséchés. Les digues entre marais mouillés et marais desséchés sont mises en place et pour le coup on va pouvoir illustrer ce qui se passe chaque hiver dans ce marais. L'eau tombe, donc l'eau qui ruisselle et qui va cheminer par gravitaire vers l'océan. Et on s'aperçoit que c'est à ce moment-là que le marais mouillé va remplir sa fonction. Elle va permettre de faire une zone tampon. L'eau s'accumule sur la partie amont et permet de préserver les marais desséchés. Alors, dans le schéma initial, et qui devrait toujours être en vigueur aujourd'hui, il y a une hiérarchie dans les usages de l'eau dans le marais poitevin. C'est clairement le marais mouillé est conçu comme l'outil hydraulique pour la mise en culture du marais desséché. Donc ce qui signifie qu'à la fois on va pouvoir remplir ce marais en hiver, mais à la fois, quand le besoin va se faire ressentir dans le marais desséché d'irriguer ou d'alimenter des cultures en eau, eh bien des petits trous sont faits dans les levées qui permettent comme ça en été de venir réalimenter le marais desséché et finalement d'obtenir dans le marais desséché des niveaux d'eau constants. Ben voilà, là en quelques instants on vient de définir le fonctionnement hydraulique normal tel que prévu au Moyen-Âge sur ce marais poitevin. Et si aujourd'hui on veut parler de bassines, des problématiques qu'elles peuvent poser, ben c'est que très clairement on s'aperçoit que ce marais se retrouve maintenant pris entre deux grands consommateurs d'eau. Le marais desséché, qui historiquement doit être alimenté, et tout le pourtour, tous les bassins versants où on a développé depuis les années 70-80, notamment une culture de maïs fortement consommatrice d'eau. Et on se retrouve aujourd'hui, très précisément, dans cette situation, au 11 août 2020, à ce que le marais mouillé de la Grève n'arrive pas à la fois à alimenter le marais desséché et également à réalimenter les nappes au fur et à mesure que ces nappes sont épuisées par les forages et par l'irrigation intensive. Donc je vous présente le canal du Mignon. On est situé là entre l'écluse de Chaban et le barrage de Pont-Noir qui est à quelques centaines de mètres d'ici. Ce canal a été creusé au XIXe siècle à des fins de navigation et de transport de marchandises. Donc ça dit bien, ce canal on l'a taillé à certains endroits dans la pierre, c'est ce qu'on voit ici. Ici on est à un endroit où la nappe et le marais communiquent. Il n'y a plus d'imperméabilité au niveau du sol. Et donc normalement ce qu'on devrait voir, c'est une voie d'eau suffisamment haute pour pouvoir naviguer avec des bateaux chargés, lourds. Sauf que ce petit débit qu'on voit, on le sait aujourd'hui, ça correspond exactement à l'eau qui sort de la station d'épuration de Mosée qui se situe 5 km en amont. Donc là on a une preuve flagrante d'un dysfonctionnement total. Il faut bien penser que nos ancêtres ne se sont pas amusés à creuser un tel canal pour avoir quelque chose à sec et pas navigable une bonne partie de l'année. Le port de Mosée était un port important par lequel transitaient des quantités de matière, dont des produits issus de la viticulture. Et par contre, si on balaye un petit peu l'horizon, on a la réponse. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Ça se passe à côté. Tout le fond de la vallée du Mignon est exclusivement sur ce secteur-là cultivé en maïs. Donc c'est bien sur toutes ces zones de bordure où on observe actuellement un siphonnage du marais par les nappes phréatiques qui descendent en dessous du marais. Habituellement, quand tout va bien, la nappe est au-dessus du marais et au niveau de ces zones de calcaire, on a des résurgences, des sources. À partir du moment où la nappe descend en deçà du niveau du marais, on a un retour à la source, ce qui explique que depuis un mois, le canal du Mignon qui se situe juste à côté coule à l'envers. C'est pas possible! Non! Si. Oh! Donc on considère très clairement qu'à partir du moment où une rivière coule à l'envers, son bon état écologique n'est pas respecté. Et on évalue, il nous paraît également absolument logique qu'à partir du moment où une rivière coule à l'envers, cela devrait signifier immédiatement l'alerte 4 qui correspond à l'arrêt total de l'irrigation. Et on va vous en reparler, on va vous le démontrer. C'est malheureusement pas du tout comme ça que le système fonctionne. Lors de l'épisode BNM 1 et BNM TV 2, Patrick et Jean-Jacques ont pu parler des problèmes de piézomètre. Et on va rentrer un petit peu plus en détail et voir concrètement ce qui se passe quand on siphonne les plaines, ce qui se passe dans le sous-sol et ce qui fait qu'on a ce phénomène de retour à la nappe et ce qui va permettre de démontrer en quoi les piézomètres et les niveaux d'alerte ne sont pas du tout adaptés à cet enjeu majeur
que devrait être la préservation de la deuxième zone humide de France, le Marais Poitevin.